Alors nous l'avons vu, le régime microbiotique est accessible à tous. Il n'est pas frustrant à mettre en place, à suivre. Est-ce que vous pouvez nous le résumer rapidement et simplement, justement, ce régime microbiotique? Mais auparavant, puis-je vous demander de tout oublier de ce qu'on vous a dit auparavant? Ça nous arrangerait, et ça vous arrangerait aussi sur le plan de votre santé. Revenons à ces 10 commandements. Nous en avons vu plusieurs tout au long de ces formations. On peut le répéter, et puis nous y reviendrons plus tard. Détoxifiez votre intestin. Enrichissez votre intestin en produits alcalins et éliminez tout ce qui est pesticides. Enrichissez votre intestin avec le maximum d'épices et tout à l'heure vous aurez un complément d'information sur les épices. Ensuite, il faut augmenter les protéines et ça on y reviendra plus longuement. Surtout, oubliez ce qu'on vous a dit sur les calories. Ne comptez surtout pas les calories. C'est une notion complètement dépassée. Et oubliez le fait que 260 calories de viande grasse, c'est la même chose que 260 calories de viande de poisson ou de saumon. Oubliez ça aussi. Ce qui revient à dire que, et là c'est le neuvième commandement, que si vous mangez du gras de poisson par exemple, c'est du bon gras. Et on va vous apprendre, au moins commencer à vous apprendre, et nous verrons, et vous recevrez tout ça en pièces jointes sur tous les aliments gras qui vous seront utiles. Donc manger du gras ne vous tuera pas, ne vous entraînera pas de problèmes cardiovasculaires comme votre médecin vous a répété depuis 20, 30 ou 40 ans. Le gras ne tue pas. Il suffit simplement de choisir le bon gras. Et la notion fondamentale que l'on a développée tout au long de ces 12 formations, c'est la découverte des fibres. Ce qui revient à dire, dans ces 10 commandements, j'ai résumé 2 découvertes et un changement de paradigme. Les 2 découvertes, c'est quoi? Nous le répétons, la découverte du microbiote, du rôle de microbiote dans la régulation de tout notre organisme, la découverte en 2008 des fibres. Je le rappelle, ce ne sont pas les fibres comme on connaissait depuis la nuit des temps, mais les fibres solubles, qui est une substance naturelle qui existe depuis toujours, mais que nous ne connaissions pas, qui ont été découvertes par 2 chercheurs français en 2008, et qui s'ajoutent, si nous prenons par exemple, pour bien préciser les choses, pour ceux qui n'ont pas vu le début de notre formation. Les fibres, il y en a dans différents aliments. Le blé contient la farine, l'amidon, le gluten, et quelque chose que nous ne connaissions pas, c'est cette quantité, une petite quantité de ce qu'on va appeler fibre, qui est apparue par un traitement spécial de cette farine, de cet écrasement de grains de blé. On a fait pareil pour le maïs, on a fait pareil pour le petit pois, etc., etc. Beaucoup de chercheurs sont sur ce domaine pour essayer de trouver le maximum de fibres qui se trouvent, car ces fibres ont l'avantage et la caractéristique d'interréagir avec notre microbiote. Et c'est ça la grande découverte du rôle des fibres. Moi, ma position, c'est de dire que les fibres qui sont pas chères et disponibles dans toute la nature ont l'avantage d'être immédiatement actifs. Et donc ne pas repousser à plus tard, comme ont choisi les politiciens, les scientifiques, c'est immédiatement de fournir à ceux qui ont du poids, ceux qui sont diabétiques et ceux qui ont d'autres pathologies, de leur fournir une quantité suffisante de fibres, de 20 grammes, pour pouvoir se soigner. Voilà, nous avons vu assez rapidement les 10 commandements que
j'ai complété dans ce régime microbiotique par ce changement de paradigme qui est de ne pas hésiter à manger gras. Ok, très bien. Donc 2 découvertes importantes, plus un changement de paradigme, vous ont permis de mettre au point ces 10 commandements que vous allez nous détailler, bien entendu, là, maintenant. Alors, On vous écoute. nous venons d'aborder dans le précédent et dans celui d'avant les produits toxiques, les aliments acides. Imaginez-vous, revenez à ce schéma que je vous expliquais au cours d'un des précédents modules. La muqueuse intestinale possède 4 barrières. Ces 4 barrières que la nature nous a données, que Dieu nous a données, ce que vous voulez, mais qui est là en nous, ces 4 barrières sont notre protection. Si ces 4 barrières sont plus ou moins endommagées, l'urgence est de les réparer. Tous les jours, il faut les réparer, entretenir. Si vous avez une voiture, si vous avez un appartement, il faut entretenir. Si vous n'entretenez pas, tout se dégrade plus vite que de normal. La première chose, donc, c'est de nettoyer son intestin tous les jours. Comme on se douche, on se lave, on se brosse les dents, il faut apprendre à laver son intestin. L'intestin qui est envahi durant toute la nuit par une masse de produits de dégradation de l'organisme, et cette dégradation de l'organisme entraîne un produit toxique qui va se coller sur toute la muqueuse, toute la membrane digestive, ce qui fait que par exemple le matin vous avez la langue pâteuse et qu'il faut éliminer. Vous ne pouvez pas aller travailler avec une langue pâteuse, il faut faire quelque chose. Et ça, si c'est valable pour la langue, c'est valable aussi pour l'intestin. Mais hélas, on ne voit pas d'intestin. Mais sachez que votre intestin contient le matin au réveil toute cette couche de produits acides qui hélas, vous coupe un peu l'appétit. Ce qui fait que souvent, et ça c'est une erreur fondamentale, c'est de ne pas prendre de petit déjeuner. Et l'erreur que font lorsque je questionne ceux qui ont envie de perdre du poids ou se remettre en forme, souvent ce qui revient c'est « Ah, j'ai pas le temps de prendre mon petit déjeuner, et puis à midi j'ai pas le temps non plus, je suis pressé, je mange un petit... » Et hélas, il se rattrape, vous vous rattrapez le soir. Et ça, c'est une catastrophe. La phrase que j'ai déjà dite, qui est le petit déjeuner est le repas du roi, le repas de midi c'est le repas du prince, et vous donnez à votre ennemi le repas le dîner. Oui. Remémorez-vous cette phrase tous les jours pour essayer d'être en meilleure santé et perdre du poids. Le deuxième élément, nous avons vu que les produits acides étaient toxiques, et c'est la première chose qu'il faut faire le matin, donc, le matin au réveil, et c'est pour ça qu'on a cette habitude que je préconise, comme beaucoup d'autres, de prendre dès le matin au réveil, non pas le café, qui peut être un stimulant, mais qui est aussi un produit très acide, je vous le rappelle, avec le petit croissant du matin, rien de plus acide que ça, et vous prenez votre jus de citron qui va neutraliser cette acidité de l'estomac et de l'intestin. Alors, on nous l'a dit, je l'ai déjà dit, c'est vrai que le jus de citron est très acide au niveau de la langue, mais l'acidité disparaît au niveau de l'estomac et au niveau de l'intestin. On se retrouve avec le meilleur produit alcalin qui existe. Il est en lutte dans ce facteur d'alcalinisation de l'intestin, il est en concurrence avec le pamplemousse. Pas le jus de pamplemousse, le pamplemousse avec les fibres et tout ça. Mais faites attention, demandez l'avis de votre médecin, parce que le pamplemousse est un concurrent de certains médicaments. Il neutralise certains médicaments. Donc soyez vigilants
Sur les documents que vous allez recevoir, la liste des médicaments y est. Je vous rappelle aussi que sur le livre que j'ai édité chez EcoSanté, vous avez la liste de tous les produits qui rentrent en concurrence avec le pamplemousse. Et surtout, l'évothyrox que prennent les femmes en hypothyroïdie. Puisque l'hypothyroïdie est assez fréquente, c'est une des maladies, nous l'avons vu lors des maladies inflammatoires, la thyroïdite d'Hashimoto est assez fréquente, mais en plus de la maladie d'Hashimoto, il y a énormément d'inflammation de la thyroïde et de baisse de la thyroïde, ce qu'on appelle les hypothyroïdies. Et donc soyez très vigilants. Et il y a aussi d'autres médicaments qui rentrent en concurrence avec le pamplemousse. Je vous donne le plus connu, mais il y a aussi des produits pour le cœur, etc. Donc soyez vigilants pour le pamplemousse. Par contre, le citron, vous pouvez y aller. Ce que je conseille par exemple le matin, c'est de préparer, et là vous avez sur le site différentes présentations du fameux jus de citron. J'appelle ça smoothie, mais ce n'est pas tout à fait des smoothies. C'est de vous préparer pour la journée un jus de citron, et que ce citron, vous ne le jetez pas. Vous le découpez en petites lames et vous le mettez dans cette bouteille que vous avez devant vous. Et ça doit être la base de votre boisson pour la journée. Et si vous voulez, vous pouvez l'agrémenter de différentes façons. Vous pouvez mettre du gingembre, vous pouvez mettre des feuilles de menthe, vous pouvez mettre des myrtilles. Et chaque produit que vous allez ajouter, ou des fraises ou autre chose, les nutriments vont se dissoudre dans cette bouteille d'eau. Cette eau va s'enrichir de tous ces produits que vous allez y mettre, et vous allez ingérer ça tout au long de la journée. En étant un petit peu économe, nous n'allons pas jeter le dépôt qui va rester en fin de journée. Ce que je vous conseille, c'est lui de le mettre en smoothie et de l'avaler en fin de journée avec peut-être une dose supplémentaire de fibres, et là vous aurez un maximum d'efficacité de ce jus de citron que vous allez utiliser tout au long de la journée. Mais le premier verre doit être pris très tôt le matin, parce que si au réveil vous prenez ce produit antiacide, vous allez avoir au bout d'une demi-heure le temps de vous préparer, de vous habiller, vous allez avoir une neutralisation de cette acidité, et vous verrez au bout d'un jour ou deux que l'appétit va revenir et que vous pouvez profiter plus facilement du petit déjeuner sur lequel on va revenir. Ok ? Alors, nous avons vu les produits alcalins, qui est la troisième règle. Les produits alcalins, nous les avons cités. Vous allez le recevoir aussi par pièce jointe. Et je vous disais déjà que dans le bouteille de jus, vous pouvez mettre tous les fruits alcalins que nous avons cités et que vous trouverez en pièce jointe. Et cette alcalinisation, vous pouvez la faire comme ça tout au long de la journée, équilibrée en permanence, parce que vous n'allez peut-être pas vous empêcher de prendre encore un café. Et je vous rappelle que café, les produits les plus alcalins, acides plutôt, c'est le café, le croissant, c'est-à-dire viennoiserie, et la petite bière. Le trio infernal que tous les hommes et un peu les femmes prennent, du moins pour les deux premiers. Voilà pour les produits alcalins. Pour les pesticides, nous avons vu la conduite à tenir. Si vraiment vous vous sentez très fatigué, si vous avez des troubles de concentration, je vous rappelle qu'il y a quelques petits tests à faire, comme celui du dosage de l'Immupro, le test Immupro. En fait, le test du Immupro n'est pas un seul test. Ce test va voir la réaction de 180, 240, ça dépend du prix que vous paierez. Il va tester tous les aliments en fonction de votre intestin. Il détectera la sensibilité de votre intestin aux produits, et on pourra définir si soit une intolérance par produit chimique
ou si c'est plutôt de type allergique. À ce moment-là, ce n'est pas le rôle des pesticides. Les pesticides ne sont là que pour aggraver la situation. Ok. Alors, pour revenir au commandement suivant, je disais que le jus de citron est le nettoyeur de l'intestin en le prenant le matin. En fait, je dirais que c'est la douche. Le jus de citron, c'est la douche de l'intestin. Tous les matins, vous douchez, on va peut-être inventer cette phrase, on douche son intestin. Oui. Et vous allez me dire, oui, je vais nettoyer mon intestin, j'ai brossé mes dents, mais le reste de mon corps, que dois-je faire? Et bien là, c'est le rôle des épices. Il existe dans la nature, depuis des millénaires, des épices sur cette terre. Et j'imagine très bien nos ancêtres en train de goûter un petit peu tout ce que la nature nous a offert. Et hélas, il y a dû avoir quelques morts pour quelques baies rouges, très agréables à voir, très belles, et qui ont tué nos ancêtres. Et je suis sûr que les hommes, à cette époque, ont fait une sélection des fruits que la nature nous offrait. Et donc, nos ancêtres ont sélectionné comme ça tout ce qui était bon et éliminé tout ce qui était toxique et dangereux pour l'homme. Ce qui fait que nous nous retrouvons actuellement avec un ensemble de fruits et légumes, mais aussi un ensemble d'épices que nos ancêtres ont su accommoder, préparer pour agrémenter leur nourriture. Mais en fait, ce n'est pas simplement un agrément. Si nos ancêtres les ont choisis, les ont sauvegardés pendant des centaines et des centaines d'années, c'était certainement pour leur effet bénéfique. Et si dans certains pays, vous allez voir le développement de la choucroute, certains pays nord-africains, le développement de ce qu'on appelle l'harissa, c'est que nos ancêtres, en fonction des pays, trouvaient que ce produit apportait quelque chose. L'ère moderne a bouleversé tout ça, mais chaque peuple, chaque peuplade, chaque pays, chaque coin de terre, les habitants de ces coins essayaient de trouver l'aliment qui était à leur disposition, et ils ont essayé de choisir le repas qui leur convenait le mieux. En Crète, nous connaissons l'huile d'olive, les olives, tomates, concombres, parce que ça pousse facilement, et ils ont sélectionné les choses qui leur faisaient le plus de bien. Si vous voulez, pour développer cette notion de bouleversement qu'il y a eu avec l'ère moderne et le développement des techniques de masse et de ce que la culture industrielle nous a imposé, je prendrai par exemple puisque je viens de parler de l'harissa, je vais le compléter par le couscous. Le couscous est l'équilibre parfait d'un repas diététique. Le couscous, mais il a été galvaudé, détruit, et la pyramide, je le fais avec mes doigts, donc où la viande ne reposait que sur la pointe de la pyramide. Mais ce que nous faisons souvent, par signe de richesse, nous avons inversé cette pyramide, et on se retrouve une masse de protéines animales et très peu de légumes ou de graines. Et donc, il faut essayer d'apprendre de nos ancêtres et revenir à ce que faisait ma grand-mère, d'ajouter par exemple, puisque nous avons évoqué le chapitre de l'acidité, c'est au cas où vous aurez choisi un produit acide, que vous retrouverez, je le répète, dans nos textes et les pièces que vous allez recevoir chez vous. Si vous êtes tenté par quelque chose d'acide, n'hésitez pas à ce moment-là à ajouter un peu de bicarbonate, qui était un geste automatique chez ma grand-mère. Alors, revenons aux épices, puisque je me suis un petit peu éparpillé. Les épices. Les épices, pour moi, ce sont les nettoyeurs des cellules.
Le jus de citron, on a dit que c'était la douche de l'intestin, et les épices sont les stimulateurs de chacune de nos cellules. Mais en fonction de l'épice lui-même, il y a une zone qui est plus atteinte que d'autres. Le gingembre, je le conseille souvent, puisque je le mets souvent dans notre solution alcaline. Le gingembre est même prescrit par les médecins, par les obstétriciens, pour calmer le tube digestif. Il est un très bon calmant des nausées de la faim. D'accord. Le curcuma a une orientation plutôt articulaire, inflammatoire. Les clous de girofle ont leur action. Les dentistes l'utilisent beaucoup comme anti-inflammatoire, mais il a aussi d'autres actions. Le thym pour la mémoire, l'ail nous l'avons cité dans un précédent module, il a une action au niveau cardiovasculaire et agit sur la tension. Vous voyez que chacun améliore une partie de notre corps. Et je pense que nos ancêtres, nous pouvons les remercier ici, je crois, nous ont sélectionné ce qu'il y avait de mieux dans la nature. Hélas, il y a eu le trafic, et puisque en Europe, il y a très peu d'épices, et que l'épice vient de l'Extrême-Orient, mais sachant en profiter, sachant les sélectionner en fonction de ce que l'on veut traiter. Si on a de l'hypertension, prenons plutôt de l'ail. Si on a du thym, si on a des troubles de mémoire, etc., vous trouverez la diversification sur nos pièces jointes que vous allez recevoir. Sachez choisir donc votre épice en fonction de ce que vous désirez faire. Pour l'amaigrissement, j'insiste, je reviens sur la harissa parce que j'ai vu des articles américains parlant de la fonte de graisse grâce aux produits épicés, et ils citaient aussi l'harissa. Ok, très bien. Alors, ce que je vous recommande aussi, donc, et ce qui a été souvent critiqué avec les protéines, mais ça vient de cette mode qui a été depuis Blackburn en 1949, je crois, si je ne me trompe pas, d'avoir préconisé l'amaigrissement par les protéines. Il y a eu des abus et les protéines ont eu mauvaise réputation parce que, soi-disant, ils attaquaient les reins. Mais je le disais au cours d'un module précédent, les protéines sont dangereuses. Ils ne sont pas dangereuses, au contraire, c'est fondamental. On ne peut pas concevoir une structure humaine sans une masse musculaire. Et la catastrophe qui s'annonce dans les 10 ans à venir, j'insiste beaucoup là-dessus, nous commençons à voir ce qu'on appelle les sarcopénies, c'est-à-dire des personnes d'un certain âge. Les gynécologues et les médecins généralistes s'intéressent souvent à l'ostéopénie, c'est-à-dire à la décalcification de l'os, mais l'os, pour tenir, a besoin de muscles. Sans muscles, l'os ne tient pas. Donc il est inconcevable de fortifier uniquement le rachis et de ne pas faire attention à cette masse musculaire. Et ce problème de sarcopénie ne fait que commencer, à moins qu'il y a machine arrière et que vous ressaisissiez. Les protéines sont fondamentales. Je vous avais cité au cours d'un module précédent les pourcentages qu'il faut respecter, et les protéines, c'est fondamental. Et souvent, on me dit « Docteur, je veux maigrir », mais on s'aperçoit que la masse musculaire a complètement fondu, remplacée par une masse graisseuse. Et la première chose à faire, c'est de se renforcer en protéines. Je vous rappelle, les règles du dosage de la protéine, il est de 1 gramme pour stabiliser, et lorsqu'on a perdu trop de muscle, de prendre 1,5 g par kilo de poids. C'est-à-dire que si vous pesez 60 kg et que vous êtes enrobé, n'hésitez pas à prendre 1,5 kg multiplié par 60. Okay, ce qui vous fait 90 grammes. Et je le dis aussi, que 100 grammes, ne vous fiez pas au poids de viande que vous achetez, au kilo de poulet que vous achetez. 100 grammes de poulet ne contiennent que 20 grammes de protéines. Donc, j'ai souvent fait le test,
entre un petit déjeuner qui est juste une petite tartine et un café, à midi 2 tartines avec de la salade et une lamelle de charcuterie, ça ne correspond pas. Même si vous prenez 100 grammes de viande le soir, vous n'atteindrez jamais les 90 grammes de protéines nécessaires pour la journée. Et ainsi, tout au long des jours, vous allez transformer votre masse musculaire en masse graisseuse. Voilà pour les protéines. Je n'insisterai pas plus sur les édulcorants, car actuellement c'est simple, le meilleur étant le stevia. Faites attention aux escroqueries, faites attention, ça me fait penser à une autre escroquerie qui est dans les protéines. On a eu ici en Europe l'achat de viande de bœuf, mais aussi au Moyen-Orient, l'achat de bœuf et qui est en fait que du cheval. Je n'ai rien contre le cheval, contre la viande de cheval, c'est la viande la plus maigre, mais il y a eu escroquerie en la matière, donc soyez vigilants sur la traçabilité de protéines que vous achetez. Par contre, pour les édulcorants, c'est pareil. Pour le stevia, vu les bénéfices que peuvent obtenir certaines zones en Asie, le stevia est cultivé de façon un petit peu anarchique, avec tous les pesticides pour avoir un rendement maximum, et on se retrouve avec du stevia contaminé. Donc surveillez la qualité de votre stevia. Le problème du stevia, vous le savez peut-être, mais c'est le goût. Moi, je n'aime pas trop le goût. Alors, il y a eu des modifications pour dénaturer le goût, mais il faudrait vérifier si cette dénaturation n'est pas au détriment de la qualité du produit. Ensuite, vous avez des produits qu'on a du mal à trouver, qui est le maltitol, par exemple, un très bon produit, mais qui est difficile à obtenir. Sinon, le produit le plus fréquent que l'on retrouve dans les rayons, c'est le sucralose. Vous avez du sucralose qui n'est pas la panacée, mais qui est quand même en troisième ordre et facilement trouvable sur les rayons des supermarchés. Revenons au scandale qui est apparu ces dernières années. On a trouvé des documents falsifiés aux États-Unis qui ont falsifié les données pour que nous puissions manger plus de céréales d'origine américaine, manger donc plus de sucre d'origine américaine parce qu'il y avait des surplus. Et donc, les recommandations de l'époque préconisaient beaucoup plus de sucre et de céréales et de cornflakes qui allaient jusqu'à des dosages de 55 à 60. Ce qui fait qu'il y a eu cette explosion, avec l'apparition aussi des McDonald's, cette explosion d'obésité aux États-Unis, qui est fait par ce principe d'enrichir en glucides. Et la deuxième conséquence, qui est aussi l'autre scandale qui a été découvert ces dernières années, c'est que pour équilibrer, si nous mettons 55% de glucides ou 60% de glucides, il fallait diminuer quelque chose, puisque 100%, ce n'est toujours que 100%. Donc, l'orientation était de préconiser de baisser les matières grasses. D'autant plus que les États-Unis fournissaient les premiers produits qui diminuaient le cholestérol. Et donc là, nous avons deux problèmes qui sont en train de se résoudre par ce bouleversement de la nutrition. Nous sommes encore en retard ici en France. Le principe de précaution veut que nous refassions toutes les études. La première étude qui a montré qu'il fallait prendre moins de cholestérol, c'était l'étude de Framingham. Alors les Français disaient, on va recommencer tout à zéro, et donc on verra dans 10 ans s'il fallait manger plus de matières grasses. Je dis 10 ans, mais c'est sous le creux de la colère. Mais attendre encore 10 ans pour se soigner, plus les 10 ans pour les fibres, je vous laisse prendre vos décisions vous-même. Il y a une modification de la prise en charge, de la prise de matières grasses, et il faut augmenter vos quantités de matières grasses. Prenons l'exemple du ventre. Si certains d'entre vous veulent perdre leur ventre, le ventre qu'ils ont pris parce qu'ils ont mangé trop de sucre, que les avaient conseillé les Américains, et qu'il faut revenir en arrière. Donc pour perdre ce ventre, il faut augmenter
la masse graisseuse, la masse de gras à avaler par jour, et diminuer par contre cette quantité de sucre qui vous a été préconisée auparavant. Et par exemple, ce qui me vient en tête, mais vous retrouvez la liste sur les pièces jointes que vous allez recevoir, vous avez les œufs, vous avez les amandes. Ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir une dizaine d'amandes dans votre poche pour pouvoir en grignoter tout au long de la journée. Ça vous calera bien. Ensuite, nous avons toutes sortes de graines. Et mon petit déjeuner, par exemple, je peux vous le donner aujourd'hui, ça a été le yaourt. Pour les puristes, vous pouvez prendre des yaourts de brebis ou de chèvre et que vous enrichissez avec tous ces produits gras qui sont les graines de lin, les graines de tournesol, qui sont les bons gras qui vont vous faire perdre votre ventre. Les puristes aussi utilisent cette forme sous forme d'huile. L'huile de lin est très courue par les puristes qui veulent absolument reprendre les bons oméga 3 et qui complètent l'huile d'olive qui était reine dans son domaine et qui vient aussi être concurrencée par l'huile de coco. L'huile de coco, je crois vous l'avoir dit au cours d'un précédent module, l'huile de coco devient le produit thérapeutique majeur dans les problèmes d'autisme. Je dis des bêtises, dans le problème de troubles de mémoire, excusez-moi. Okay. Donc les troubles de mémoire, au niveau de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, l'huile de coco est conseillée systématiquement dans les troubles de concentration et dans la maladie d'Alzheimer. D'accord. Peut-être une petite aparté que je n'ai pas dit dans les problèmes neurologiques, le lien entre l'intestin, si vous permettez, Amandine, je reviens un petit peu en arrière, que si la maladie d'Alzheimer peut venir par une attaque de la muqueuse intestinale, je rappellerai que suite aux travaux du professeur Gershon, dont on a parlé au cours d'un précédent séminaire, c'est que la maladie de Parkinson est d'abord une maladie de l'intestin. La maladie de Parkinson apparaît quelques années avant l'atteinte cérébrale. Elle peut être diagnostiquée par une biopsie intestinale bien avant l'apparition de la maladie de Parkinson. Donc, ceci confirme dans le séminaire sur, ceci est un aparté, pour revenir un petit peu sur les liens entre cerveau et intestin, ça me paraissait important de vous le signaler, en plus de la maladie d'Alzheimer. Ok, très bien. Voilà, ça c'est sur le rôle des matières grasses. Petit aparté sur le rôle fondamental qu'occupent les oméga 3. N'hésitez pas à en prendre et en prendre et en prendre encore. Je vous expliquerai que si les oméga 3 sont bénéfiques, les oméga 6 sont aussi nécessaires. C'est le pourcentage entre les oméga 3 et les oméga 6 qui est important. Le rapport. Il faut qu'il soit de 1 sur 4, 1 sur 5. Actuellement, il est 1 sur 14, 1 sur 20. L'alimentation actuelle, si vous suivez vos mauvaises habitudes, vous garderez une alimentation riche en oméga 6 et en oméga 9, ce qui fait que vous aurez une carence énorme en oméga 3. Petit aparté encore sur l'acide myristique, pour ceux qui tolèrent le lait, vaste discussion, oui. Je vais me faire taper dessus. Moi, je tolère le lait. Je rappelle que les intolérants au lait ne sont qu'une partie infime de l'espèce humaine. Lors de la séparation, au niveau de la sortie de l'Afrique, l'Homo sapiens, etc., l'homme de Néandertal, il est apparu une population, mais qui reste infime, qui ne possédait pas la lactase, et qui se sont ensuite mélangés avec l'ère moderne un peu partout dans le monde, mais ce n'est qu'une partie infime de ceux qui sont intolérants au lactose. Pour ceux qui sont tolérants au lactose et qui veulent prendre les brebis ou les chèvres leur
qui est mieux supporté que le yaourt normal. Je voulais insister parce que je reçois énormément de recherches sur le lait et sur le bénéfice qu'on peut retirer. L'acide myristique, il se trouve que dans le lait, est bénéfique pour la santé, et tous ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires ont intérêt à boire un verre de lait par jour. Il est riche en acide myristique et riche en calcium. Oui. Voilà. Excusez de mon parti pris pour le lait, mais je sais que nos ancêtres ont buvé depuis la nuit des temps, qu'on a trouvé des besaces faits d'estomac et les humains transportaient ce lait dans des besaces qui étaient faits par les membranes d'estomac. Qui dit membrane d'estomac dit lait caillé, et on a trouvé tout au long de Moyen-Orient et Europe des besaces remplies de lait caillé, ce qui permet de dire que nos ancêtres l'ont sélectionné. Et je considère que s'ils l'ont sélectionné, c'est qu'ils le toléraient. En dehors, je le répète, des intolérants et qui n'ont pas de lactose. Ok. Nous terminons, et là je crois qu'on va clore ce séminaire, par la grande découverte des fibres. Je suis, disons, fier de vous présenter les fibres parce que je sais que peu de gens le présentent, que les États-Unis recommencent à prescrire des fibres. Hélas pour eux, c'est de la fibre de chicorée et qu'il est très mal toléré. Mais nous, en Europe, nous avons la chance d'avoir des fibres tirées de plusieurs autres aliments. Et je vous avais montré hier, au cours d'un précédent séminaire, les fibres d'acacia, les fibres de petits pois, les fibres de blé, fibres de maïs. Donc nous avons le choix. Et pour moi, c'est la grande découverte de ces 10 dernières années qui va permettre de changer le métabolisme de notre intestin. Et je ne compte pas trop sur les découvertes des bactéries qui vont avoir telle ou telle action. Je pense que je ne serai plus de ce monde lorsque les grandes découvertes vont nous aider à traiter nos maladies par telle ou telle bactérie. Juste une petite aparté sur les bactéries probiotiques que j'ai citées pour traiter l'anxiété, mais il n'y a pas de retour extraordinaire de ces personnes, surtout étudiantes, qui ont utilisé ça pour leur stress. Si vraiment ils étaient aussi calmés qu'un Lexomil, on l'aurait su, et donc la prescription de probiotiques reste encore restreinte. Certains vont recevoir des publicités comme la bactérie Gasseri qui aurait un effet sur l'appétit. Vous pourrez l'essayer. Je ne pense pas que les effets seront aussi probants que de prendre 20 grammes de fibres Zenfit que nous préconisons ici chez EcoSanté. Et ce que je peux vous conseiller, ce que vous devez faire, je pense, dès la fin de cette vidéo, c'est de vous fournir le livre que j'ai écrit, le guide que j'ai appelé Carnet, qui est assez tonique, qui vous permet de vous surveiller, de vous entretenir. Il faudra jouer sérieux. Je vous demande dans ce cahier, dans ce carnet, de coller vos images avant et après, comme a fait Madame Sirajou. Nous, ça nous fait plaisir de voir avant et après, mais vous aussi, vous allez mentalement vous dynamiser et voir le résultat des efforts que vous avez fait, que vous continuerez à faire pour pouvoir enfiler ce petit jean qui vous fait tant plaisir. Et vous pouvez aussi commander les oméga 3, j'allais les oublier, et la chlorelle qui sera de qualité supérieure puisqu'elle est élevée en milieu stérile. C'est assez difficile de s'en procurer. J'espère que nous pourrons satisfaire tout à chacun, mais n'hésitez pas à cliquer rapidement pour pouvoir les acheter sur le site EcoSanté. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans les petits bonus que nous allons faire
dans les vidéos suivantes qui me permettront d'aborder quelques petits détails que nous avons mis de côté pour vous, qui vous feront, je pense, réfléchir et vous satisfaire.